Donc, le prochain orateur est Raphaël Beaufret de l'AP-HP, qui va nous parler de l'entrepôt de données de l'AP-HP, les entrepôts de données, on vient de le voir, sont extrêmement importants, et il va nous parler de l'entrepôt de données de l'AP-HP. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors merci d'abord aux organisateurs de ce colloque de leur invitation. Donc, je m'appelle Raphaël Beaufret, je suis un des multiples intervenants de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, AP-HP aujourd'hui. J'interviens parce que je travaillais précédemment, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de février, au sein de la direction des systèmes d'information, où on a travaillé sur les choses dont je vais justement vous parler. Alors, quelques mots de présentation. J'espère que vous ne les connaissez pas trop bien et que vous n'y êtes pas trop passé. Mais quelques mots quand même sur les hôpitaux de l'AP-HP. L'AP-HP est donc le centre hospitalier universitaire de la région Île-de-France, avec 39 hôpitaux principalement à travers la région, et puis 3 hôpitaux un peu exceptionnels qui ne sont pas en région Île-de-France, qui sont organisés en groupes hospitaliers, vous voyez les groupes de couleurs. Et on a à peu près 12 500 médecins qui y travaillent, et on voit chaque année à peu près 10 millions de patients. Il y a environ 200 centres de maladies rares et un budget d'à peu près 7 milliards d'euros. Alors, l'histoire de l'AP-HP, depuis une cinquantaine d'années, l'AP-HP a été le terreau d'un certain nombre de découvertes médicales majeures. Je ne vais pas faire la frise chronologique des plus importantes qui ont été mises sur cette représentation, mais notre ambition, c'est de continuer à être le terreau de ces découvertes. Et pour ça, les données, et notamment en imagerie, sont quelque chose d'extrêmement important. Il s'est passé un vrai tournant dans l'histoire de l'AP-HP dans les années récentes. Quand je parle d'années récentes, je parle à peu près depuis les années 2000. Ça a été une révolution numérique. Alors, révolution numérique, on l'a fait avec beaucoup de retard. Et on s'enorgueillit aujourd'hui de choses qui pourraient sembler à certains relativement élémentaires en termes d'informatisation. Mais néanmoins, c'est des pas importants qui ont déverrouillé un certain nombre de verrous. Alors concrètement, c'est notamment le fait qu'on se dote enfin d'un dossier patient informatisé commun aux hôpitaux de Paris. On n'est pas encore au niveau national, hein, mais déjà au niveau d'un hôpital, c'est déjà pas mal. Eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement coûteux. Et c'est quelque chose qu'on va dire, on a presque réussi à finaliser. Aujourd'hui, on a à peu près, on va dire, 80-90% des services qui ont au moins une bonne partie du même dossier patient informatisé. Mais évidemment, il y a la même pendant pour la partie pour l'archivage des images au sein du PACS. Il y a également la même chose pour les systèmes de gestion de laboratoire. Et puis, de plus en plus, de nouveaux types de données, c'est-à-dire des données qui ne sont pas forcément les données rentrées par les médecins et les soignants à l'hôpital, mais y compris des données qui sont rencontrées par le patient lui-même à l'extérieur de l'hôpital ou par d'autres intervenants du système de santé, d'autres professionnels de santé, mais extérieurs à l'hôpital, et qui sont donc transmises au dossier patient informatisé par des canaux divers qui peuvent être des téléservices ou de la transmission par le dossier médical partagé ou par la messagerie sécurisée, etc. etc. Donc ça, c'est une vraie révolution, tout ça. Alors là, je vous en ai mis que les 3 grands exemples, les 3 grandes stars de notre système d'information clinique. Malheureusement, on en a des dizaines, voire des centaines d'autres, parce qu'historiquement, on s'est accumulé un historique où chaque service quasiment se dotait de toute sa panoplie de systèmes d'information, voire limite se dotait de sa propre salle machine ou de ses propres serveurs. Et donc, on en a quand même quelques dizaines et centaines d'autres, et on est en train d'intégrer tout ça pour avoir le moins de logiciels possible, ce qui est évidemment une grande simplicité pour les professionnels que de ne pas avoir 150 logiciels à ouvrir à la fois. Et puis, en termes pas d'interopérabilité, mais de capacité d'échange de données entre les professionnels de santé, c'est effectivement absolument majeur. Juste un exemple concret d'illustration de ça. Hein. Aujourd'hui, si vous venez aux urgences à l'AP-HP en 2017 et que vous êtes inanimé, que vous avez une carte d'identité sur vous, on retrouvera votre dossier si vous avez été diagnostiqué à l'AP-HP une maladie rare 4 ans avant, ce qui, on le comprend bien, en termes de qualité des soins, est quand même plutôt intéressant. Voilà. Ce qui n'était pas le cas avant, hein, c'est relativement récent comme changement. Et bientôt, j'espère que ce sera la même chose au niveau national avec le dossier médical partagé. Et si je vous raconte tout ça, vous me direz que c'est assez éloigné du sujet du colloque d'aujourd'hui, mais pourtant c'est en fait la clé.
Parce que le fait d'avoir réussi cette numérisation, elle n'est pas encore parfaite. Je pense que si vous interrogez un certain nombre de médecins de la PHP, ils vous diront que les logiciels ne sont pas assez ergonomiques, ils n'intègrent pas justement assez d'algorithmes d'intelligence artificielle, etc. Mais il y a vraiment un virage numérique qui a été fait, et cette réduction du nombre de systèmes vers des systèmes intégrés permet enfin, pour la première fois, la réutilisation des systèmes. Parce qu'aller réutiliser les données à grande échelle de 800 systèmes d'information différents, c'est quasiment impossible. Ou alors, vous pouvez réutiliser localement les données d'un système, d'accord, mais vous êtes à ce moment-là cantonné aux données, aux registres, sur un nombre relativement limité de patients. Là, ça vous permet de faire des études tout d'un coup sur un panel beaucoup plus large. Donc cette révolution a rendu techniquement concevable la réutilisation à grande échelle des données cliniques pour d'autres choses, en l'occurrence la recherche et l'innovation. Alors, ce n'était pas aussi simple que ça, parce que les systèmes qui sont en amont, là, le dossier patient informatisé, le PACS pour l'archivage des images, les systèmes de gestion des laboratoires, ce pas des systèmes qui sont faits pour des chercheurs ou pour des innovateurs. C'est des systèmes qui sont faits pour du soin. Voilà. Donc la réutilisation des données, ça demande un petit peu de travail. En l'occurrence, ça demande d'abord des gros travail technique, c'est-à-dire avec des processus d'ETL, aller comprendre la manière dont sont façonnées les données dans les systèmes sources, comment leur donner du sens, est-ce qu'elles ont les bons référentiels, quel est leur modèle de données, etc. Les rassembler, parce qu'il faut les mettre dans un même endroit, si on veut les réutiliser facilement. Et puis, il faut construire toutes les infrastructures au-delà de la technique, c'est-à-dire quel est le réglementairement, comment est-ce qu'on encadre vis-à-vis par rapport à la CNIL, par rapport aux patients, et puis aussi également en termes de gouvernance interne, parce que comment est-ce qu'on se donne collectivement des règles, de qui a accès à quelles données pour faire quoi. Ça a été un projet très compliqué, donc aussi bien sur le plan technique, réglementaire, que de gouvernance. Et donc on a construit ce qu'on appelle une infrastructure de concentration, de partage et de traitement de l'information médicale, c'est ce qu'on appelle l'entrepôt de données de santé. Donc on a investi là-dessus, alors à pure perte, je ne vais pas vous embêter avec le modèle économique des hôpitaux, et on traverse actuellement d'ailleurs quelques limites, quelques difficultés. Ça, c'est un investissement parce que la PHP est un centre hospitalier universitaire et c'est notre mission d'être un des acteurs de la recherche. Et donc, on a investi, entre guillemets, à pure perte de l'argent, à la fois pour construire les systèmes du haut pour le soin, mais également pour construire une infrastructure pour permettre de réutiliser les données. Donc, très concrètement, si on se concentre plus sur la partie imagerie qui vous intéresse en particulier, aujourd'hui, le système intègre à peu près les données de 7 millions de patients avec 23 millions d'examens. C'est issu de plusieurs types de modalités, donc évidemment scanner, IRM, etc. Mais y compris, ce qui est intéressant dans chacune des modalités, des marques relativement différentes, parce qu'on a eu parfois des politiques d'achat qui n'étaient pas toujours centralisées au sein de la PHP. Donc sur les mêmes types de modalités, vous avez parfois plusieurs sous-constructeurs, qui peut être potentiellement intéressant parfois pour avoir des travaux de recherche qui sont reproductibles un petit peu dans tous les endroits ou sur tout le type d'image, même si on a la chance, n'est-ce pas, que l'imagerie et le format d'ICOM, ce qui n'est pas le cas de toutes les données de santé, et on le regrette bien d'ailleurs. Et également un certain nombre d'outils biomédicaux de pointe, tomosynthèse, etc., parce qu'on fait des investissements réguliers dans nos équipements d'imagerie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas que la partie imagerie. C'est-à-dire que, alors déjà l'imagerie, oui, on a les images et puis évidemment les métadonnées et les comptes rendus qui vont avec, les comptes rendus d'imagerie. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on peut permettre à ceux qui viennent travailler sur nos données de faire des corrélations et de travailler aussi avec les autres données du système d'information clinique. Ça peut être les comptes rendus hospitaliers, ça peut être la biologie, ça peut être les diagnostics ou les actes, et ça peut être également, par exemple, la prescription du médicament. On a déjà un certain nombre de projets qui ont été soumis. Donc tout ça est relativement récent, la construction de cette infrastructure. On a ouvert les premières études multicentriques à la fin de l'année 2017. Et on a déjà, on va dire, plusieurs dizaines de projets en général qui ont été déposés, dont une grande partie ont été acceptés. Et concernant l'imagerie, on a eu une première poignée, on va dire, de projets où, sans trop donner de détails, on est sur des types de questions comme peut-on prévoir de manière fiable, avec certaines analyses, par exemple,
de scanner les risques de fracture à 3 ans? Peut-on déceler plus tôt certaines pathologies du cerveau? Peut-on aider le médecin à prendre des décisions diagnostiques en imagerie, etc., etc. Voilà le type de projet qui impliquait de l'imagerie. Alors ce schéma, j'aurais pu le construire en l'affichant progressivement, il vous fait peur. C'est normal parce qu'accéder aux données de la PHP, c'est pas simple. Alors on l'a pas fait pour que ce soit compliqué, mais parce qu'on veut prendre un certain nombre de précautions et puis parce qu'on est au démarrage. Donc peut-être que ce processus va se simplifier avec le temps. Aujourd'hui, voilà le premier processus d'accès dans lequel on se situe. Je vais évidemment le détailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce processus est infiniment meilleur que l'absence de processus. C'est-à-dire que c'est la situation dans laquelle on était avant. Et en fait, avant, il n'y avait pas du tout d'accès aux données parce qu'on ne savait pas très bien qui prenait la décision. Est-ce que c'était le DIM? Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un DIM dans la salle, mais c'est le médecin spécialisé dans l'information médicale. Est-ce que c'est le directeur de l'hôpital? Est-ce que c'est le chef de service? Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est les données de multiples services? Donc, en fait, d'abord, on ne savait pas vraiment qui devait prendre la décision. Et puis, même quand on identifiait quelqu'un qui devait prendre la décision, par exemple, si le directeur de l'hôpital et le président de la comité médicale étaient d'accord pour un projet et voulaient absolument y aller, il se posait aussi la question de dire est-ce qu'on n'est pas en train de faire une erreur à aller finalement ouvrir nos données à tel et tel acteur? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver demain avec un nouveau Cambridge Analytica? Voilà. Donc, ce qui se passe en termes de processus d'accès, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un projet de recherche, par exemple, vous voulez voir si on peut automatiser la détection de certaines choses sur certains types d'images médicales. Voilà. Donc vous voulez, par exemple, l'intégralité des mammographies de la PHP pour travailler sur tel et tel sujet. Il faut que vous identifiez, alors si vous êtes un acteur externe, il faut que vous identifiez des relais internes, des médecins de la PHP. Alors on ne le fait pas parce qu'on n'est pas auto-centré, hein, c'est critique une fois, mais on veut qu'il y ait une implication forte de la communauté médicale de la PHP, ça nous semble important. Et donc il faut que vous trouviez des relais, c'est-à-dire il faut que vous trouviez ce qu'on appelle un investigateur principal au sein des équipes médicales de la PHP. Donc ça peut être un médecin d'un service clinique, ça peut être un radiologue, ça peut être, etc., etc. Et donc il faut que vous trouviez quelqu'un qui porte le projet avec vous. Voilà. Donc ça demande du temps, du relationnel. On peut vous aider si vous cherchez à vous aiguiller dans les différents services d'imagerie. Après, en vous baladant sur les sites internet, c'est déjà une bonne première étape pour essayer de prendre un peu les contacts, sachant qu'on a par ailleurs simplifié nos adresses email. Donc maintenant, c'est prénom.nom@php.fr pour tout le monde, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, une fois que vous avez identifier votre investigateur principal qui est médecin de la PHP, à ce moment-là, vous écrivez un projet. C'est-à-dire, vous dites qu'est-ce que vous voulez faire. Relativement détaillé, mais il ne faut pas non plus écrire un roman. Hein, ça peut être 5-6 pages bien écrites de quels sont les critères d'inclusion, d'exclusion, de ce qu'on veut faire, pourquoi, etc., etc. Et donc ça, une fois que vous avez ce projet, on a constitué un espèce d'IRB qui s'appelle, qu'on appelle le Conseil scientifique et éthique, qui est une vingtaine de représentants de patients, épidémiologistes, cliniciens, qui se réunissent pour donner un avis sur ce projet de recherche et d'innovation par rapport à un certain nombre de règles. Pour vous donner un exemple, si vous faites un projet sur le cancer du sein et que vous n'avez pas de professionnel qui connaît quelque chose sur le cancer du sein dans le cadre dans votre projet, on va vous dire bon, non. Trouvez un professionnel qui s'y connaît un peu en cancer du sein et revenez nous voir. Si par exemple, vous avez prévu dans votre protocole d'avertir personne que vous faisiez la recherche, en termes des services qui faisaient du cancer du sein à la PHP, alors on vous dit à minima, essayez de travailler sur un dispositif, vous envoyez au moins un mail aux chefs de service qui font du cancer du sein à la PHP, etc. etc. Donc c'est un filtre important, hein, qui est que ce conseil scientifique et éthique, qui n'est pas un truc qui se réunit tous les 6 mois, qui est un truc qui se réunit très opérationnellement tous les mois, et donc ça peut être assez rapide quand même comme processus de traitement. Alors si vous êtes de la PHP et que vous voulez faire cette étude tout seul, c'est la seule entre guillemets contrainte que vous avez, c'est ce conseil scientifique et éthique. Si vous faites ça en lien, donc si vous êtes un partenaire extérieur ou si vous êtes un médecin de l'AP et que vous faites ça en lien avec un partenaire extérieur pouvant être l'INRIA, pouvant être un industriel, etc., etc., il faut avoir juste une phase de contractualisation en plus avec la PHP, mais sachant qu'il y a un certain nombre de contrats standards qui sont en train d'être mis en place
pour notamment régler les questions de valorisation. C'est-à-dire que la PHP aimerait éviter de se retrouver dans des situations similaires à celles d'il y a quelques dizaines d'années, où des médicaments ont été développés en partie par des essais cliniques qui se sont passés sur son sol, avec les cerveaux qu'elle payait par ailleurs, et aujourd'hui elle est obligée de les acheter plein pot. Voilà. Donc on essaie d'éviter ce genre de situation, parce qu'on sait bien que dans 10 ou 15 ans, en plus d'acheter des médicaments et des dispositifs médicaux, on achètera aussi beaucoup d'algorithmes de la décision. Donc en prévision de cette période, dans 10 ou 15 ans, voilà, on essaie de faire en sorte d'être acteur d'un certain nombre de ces algorithmes. Donc une fois que cette phase de contractualisation est passée, il peut y avoir un accès aux données. Alors concrètement, l'accès aux données, en ce qui concerne l'imagerie, c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas voulu recopier les 3 ou 4, je ne sais plus, pétaoctets de notre base d'images de production. Donc on a un système où on fait d'abord de l'identification de cohortes. Donc dans un premier temps, vous pouvez dire par exemple, je veux travailler avec... Je veux trouver tous les patients qui ont été traités par rituximab l'année dernière et qui ont une IRM le mois dernier, ou tout ce qui peut vous passer par la tête. Et ensuite, vous isolez votre sous-cohorte de patients, ça peut être 1000 ou 100 000 personnes, et ensuite on installe sur un cluster spécialisé les données qui vous intéressent, sachant qu'il y a une sorte de principe de proportionnalité au niveau du conseil scientifique et éthique, c'est-à-dire que vous n'avez le droit, entre guillemets, de travailler qu'avec les données dont vous avez strictement besoin. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner toute la base, évidemment, donc il faut préalablement que dans le protocole, vous nous ayez listé ce dont vous avez besoin. Et donc ensuite, on vous installe ça sur un cluster qui, je crois, à la fin de l'année, va être équipé à la fois de CPU, mais également de GPU, et qui permettra à la fois avec des outils de visualisation et d'annotation, plutôt à destination des cliniciens, de visualiser sur, par exemple, des espaces PACS de recherche dédiés les images pour pouvoir les visualiser et les annoter. Et puis plutôt pour les profils type data scientist, d'avoir accès, alors nous on met à disposition une console Jupyter, mais ça peut être éventuellement d'autres outils si vraiment c'est nécessaire, sachant que ça prendra beaucoup de temps pour nous pour les installer. Leurs outils, si encore une fois, il y a vraiment des motifs légitimes pour les installer, pour qu'ils puissent eux aussi accéder aux données sur le cluster. Donc à chaque fois, vous voyez, d'abord les données qui sont dans toute cette histoire sont complètement déidentifiées, c'est-à-dire qu'on a fait au préalable un certain nombre de travaux de déidentification, ce qui, soit dit en passant, n'est pas toujours facile au passage. Par exemple, aller déidentifier des comptes rendus n'est pas une tâche évidente, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé en interne pour pouvoir le faire. Et par ailleurs, la déidentification des images est aussi parfois un challenge dans certains cas. Et puis vous voyez que tout ça se passe sur notre réseau, c'est-à-dire qu'il faut venir travailler chez nous. Peut-être que dans quelques années, on évoluera et on autorisera peut-être plus facilement du transfert de données ou l'utilisation de tiers de confiance type, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le CASD ou des tiers de confiance comme celui-là. Mais aujourd'hui, dans une politique plutôt, on commence donc... commençons en se protégeant un petit peu, en cloisonnant bien les données chez nous, et par contre en invitant ceux qui ont parcouru le processus d'accès à venir travailler chez nous sur une donnée. Et puis donc ça leur permet de faire la recherche. Et ça peut être des projets qui durent 6 mois, mais ça peut être des projets qui durent 2 ans, 3 ans. Une fois qu'on a un accès, ça peut être un accès qui dure le temps qu'il faut pour faire la recherche. Voilà un petit peu le processus. 2-3 petites remarques peut-être avant d'anticiper les questions que vous aurez éventuellement. Nous, peut-être un point sur la partie plutôt réglementaire. On a été autorisé par la CNIL en janvier de l'année 2017 à mettre en place ce système. Outre toutes les contraintes, notamment de référentiel de sécurité que ça nous a imposé, et les questions d'identification notamment qui étaient particulièrement importantes pour la CNIL, un des enjeux importants était l'information du patient et sa capacité d'opposition. Donc on est sur un système d'opt-out, c'est-à-dire que les 7 millions de patients dont je parlais tout à l'heure n'ont pas expressément consenti à ce que leurs données puissent être réutilisées pour des travaux de recherche et d'innovation. Néanmoins, les 7 millions de patients sont informés collectivement et individuellement du fait que leurs données peuvent être réutilisées éventuellement à des fins de recherche et d'innovation, mais
que s'ils souhaitent s'opposer, ils peuvent le faire et ils peuvent le faire simplement. Ça a été assez compliqué de mettre en place cette information individuelle avec traçabilité, et puis également de mettre en place un mécanisme, ça a l'air relativement simple, mais enfin ça reste quand même un processus à créer et puis à maintenir, de comment est-ce qu'on organise le système d'opposition. Donc on a créé tout un système d'opposition, ce qui fait que vous ne trouverez pas dans la base, je crois qu'on en est à quelques centaines aujourd'hui, mais j'ai peut-être pas les derniers chiffres, de patients qui se seront opposés à la réutilisation de leurs données, ce qui introduit un biais dans la recherche, c'est certain, mais ça représente heureusement relativement peu de patients. On espère pas pour un défaut d'information, mais plutôt par un certain engagement. On a reçu d'ailleurs, pour l'anecdote, sachez-le, beaucoup de messages d'encouragement de patients qui nous disaient au contraire, même si vous ne me demandez pas de le faire, je vous dis que je suis très heureux que vous utilisiez mes données pour la recherche, je trouve que c'est une très très bonne idée. Donc ça c'est un point important sur les aspects réglementaires. Il y aura peut-être des évolutions un jour avec savoir s'il y a une centralisation au niveau national avec l'Institut national des données de santé du processus d'accès aux données. Pour l'instant, on a créé objectivement un processus qui est vraiment indépendant et parallèle. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne passe pas du tout par l'Institut national des données de santé pour les accès de données à la PHP. Sinon, ce serait par ailleurs beaucoup de comités. Le CSE serait à ce moment-là un petit peu en miroir du CRS, ce serait un peu compliqué. Peut-être juste un point aussi sur... on a eu l'autorisation globale sur la constitution de l'entrepôt, mais après, chacun des traitements, chacune des recherches doit faire l'objet de sa propre procédure vis-à-vis de la CNIL. Néanmoins, l'avantage, c'est qu'une grande partie de ces projets de recherche, qui sont de la recherche non interventionnelle sur données, rentrent dans un cadre relevant de méthodologie de référence, ne nécessitant pas de formalisme complexe avec la CNIL. C'est-à-dire que, par exemple, pour les médecins de la PHP, on a fait, nous, une déclaration de conformité à la méthodologie de référence numéro 3, et il y a un certain nombre d'études qui peuvent être faites dans ce cadre-là. En revanche, pour un certain nombre de cas d'études, notamment quand c'est des études où, par exemple, on veut pouvoir recontacter le patient, je vous parlais tout à l'heure d'un projet de recherche qui visait à savoir si on pouvait prédire sur la base des scanners le risque de fracture à 3 ans. L'idée, si ça marche, est évidemment de pouvoir contacter les patients en question pour pouvoir les insérer, par exemple, dans les programmes de prévention contre les chutes ou des choses comme ça. Là, on retombe dans un domaine interventionnel où on change de cadre. Et donc, à ce moment-là, il faut re-rentrer dans un cadre type recherche clinique ou faire une autorisation à la CNIL. Voilà. Pareil, quand on veut faire, par exemple, des appariements avec d'autres bases, par exemple le Système national des données de santé, on re-rentre dans une couche de complexité où là, on est obligé de faire une autorisation spécifique à la CNIL, ce qui prend malheureusement un temps relativement important, même si maintenant c'est dans le nouveau chemin via l'INDS qui est censé normalement pas mal réduire les délais. Ça, c'était sur la partie réglementaire. Peut-être un tout petit point sur la partie gouvernance. Il y a eu beaucoup de questions en interne sur qui avait le droit d'accéder à quelles données, notamment pour des questions de concurrence potentiellement à la publication. Est-ce que c'est le médecin d'un service dans la même spécialité qui va publier sur les données des malades du service de la même spécialité qui n'est pas dans le même hôpital? Ça pouvait apporter un certain nombre de tensions. Donc on a eu beaucoup de travaux avec la communauté médicale sur quelles étaient les règles, notamment sur les règles d'auteur dans les publications qui étaient faites sur l'entrepôt, les règles d'information des services qui étaient producteurs de données, etc. etc. Ce que je vous propose peut-être, c'est de laisser un tout petit peu de temps plus pour les questions que pour la présentation. Donc nous, si je résume, avant de donner les 2 contacts clés, si jamais, qui répondront ensuite bien mieux aux questions que moi, nous, on sait que dans 15 ans, dans 10 ans, aujourd'hui, on achète des dossiers patients informatisés, des PACS, etc., pour permettre aux médecins d'avoir des outils pour faire du soin. On sait très bien que dans 10 ou 15 ans, on achètera des algorithmes d'intelligence artificielle qui seront soit vendus dans du software, soit des choses qu'on pourra plugger dans les softwares qu'on a déjà. On veut essayer d'éviter de se retrouver, de devoir payer trop cher dans 10 ou 15 ans. D'abord, on veut essayer de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de ces systèmes qui arrivent le plus vite possible sur le marché, parce qu'on pense que c'est bénéfique pour les patients, pour les médecins et pour tout le monde.
Ensuite, on veut, dans 10 ou 15 ans, ne pas les payer cher. Donc on veut aussi participer à leur co-construction. Ensuite, on pense que si c'est fait aussi sur les données de l'AP, c'est quelque chose qui est important parce que ce sera au plus proche des besoins et de la réalité des patients franciliens. Et enfin, on pense qu'il y a peu d'hôpitaux dans le monde qui ont la taille de l'AP, 20 000 lits, 10 millions de patients, avec des bases pour presque la première fois dans l'histoire centralisées. C'est assez unique au monde. Et on pense qu'on est un acteur majeur en termes d'infrastructure de recherche pour pouvoir permettre de donner accès à ces données. Et qu'avant de parler de big data, etc., la première chose, c'est de dire est-ce qu'on arrive à les partager dans un cadre contrôlé, évidemment, parce que vu les données dont on parle, il faut faire très attention, mais partager les données. Ce serait presque criminel si on ne le faisait pas, parce que c'est un bien commun, voilà, qui peut, à notre avis, faire progresser la science extrêmement vite. Donc, on est vraiment intéressé par le fait que les différentes personnes dans la salle, c'est pour ça que j'appelais la présentation « Invitation à utiliser l'entrepôt de données ». Et si vous avez des questions, il faudra s'adresser sur la partie informatique à Aurélien Maire, qui est ici, voilà, comme ça vous l'identifiez bien, qui travaille au sein de la direction des systèmes d'information qui est sur le campus PICPUS. Et si vous avez des questions sur la partie partenariat accès aux données, ce sera la docteure Claire Hassen-Kodja. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais c'est elle qu'il faudra contacter. Voilà. Merci en tout cas de votre attention et je ne sais pas si vous avez des questions. Merci.